Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission qui révèle les dessous de la compétition économique. Les universités françaises ont-elles perdu la bataille mondiale de la connaissance ? Larguées dans la plupart des palmarès, elles subissent de plein fouet la concurrence anglo-saxonne ainsi que celle, et c'est sans doute plus nouveau, des pays émergents. La concurrence s'accroît aux frontières même de la France. Nos journalistes Kim Vaudine et Anne-Sophie Pellegris étaient récemment au Luxembourg. Le Grand-Duché ne manque pas d'ambition, il veut devenir l'un des plus grands hubs universitaires européens. Et vous allez le voir, pour atteindre son objectif, il construit le campus du XXIe siècle. Un campus hyper moderne qui risque de faire de l'ombre aux facs françaises. Petit pays d'à peine 2500 km², le Luxembourg a de grandes ambitions pour son université, créée en 2003. Mieux, il veut devenir un hub universitaire incontournable en Europe. L'idée qu'on a développée au fur et à mesure, c'est de trouver un tout nouveau site qui permettra aussi l'université d'être une université du XXIe siècle. Le XXIe siècle de la connaissance sera édifié ici, sur les vestiges de la sidérurgie. En tout, 15 hectares destinés à l'extension de l'université qui devrait accueillir plus de 8000 étudiants. Le but n'est pas de construire une université de masse, mais d'excellence. L'objectif, c'est d'avoir les meilleurs et que cela soit compatible avec le fait d'être international. Mais nous ne voulons pas que l'international se résume à avoir des Français, des Allemands ou des Belges. Enfin non, nous voulons aller plus loin que cela. Alors, folie des grandeurs pour ce pays qui ne figure même pas dans les classements universitaires mondiaux. En tout cas, du côté des étudiants, ça marche. Le Luxembourg est l'endroit où il faut être car j'étudie le droit européen. C'est l'endroit où se trouve la Cour européenne ainsi que la Cour des comptes. C'est là que la loi est faite. Pour Shui Ken, étudiante chinoise, c'est le brassage culturel et linguistique qui l'a attirée dans ce pays où près de la moitié de la population est étrangère. Je suis encore jeune et j'aimerais apprendre plus, apprendre davantage de langues, découvrir plus d'aspects du monde et peut-être que dans 10 ans, je retournerai en Chine. Célèbre pour sa place financière, le Luxembourg est aussi une formidable opportunité pour des étudiants qui fuient la crise mondiale. J'ai voulu quitter l'Italie à cause de la situation financière difficile. On ne part pas seulement pour l'argent. Mais quand vous voyez la crise économique et financière que nous traversons dans toute l'Europe et que vous arrivez ici, c'est comme un monde à part. Un monde à part où le modèle s'épuise. Si le Luxembourg investit dans la matière grise, c'est qu'il sait que ses banques et ses institutions financières ne suffisent plus à garantir son avenir. C'est sur ce genre d'homme que le Luxembourg compte. Rudy Belling est biologiste. Mais le Luxembourg a aussi réalisé que pour être compétitif sur le marché mondial, le monde devenant plus petit, vous avez besoin d'être une société fondée sur la connaissance. La connaissance, voilà le nouvel Eldorado. Ici, former des cerveaux, c'est aussi tendre la main aux futurs investisseurs. Le marché le plus dynamique dans les 20 ou 30 prochaines années sera dans le domaine de la santé, du bien-être, de l'industrie alimentaire liée à notre santé. Les gens investissent beaucoup d'argent dans cela, car il y a des opportunités économiques. Des opportunités pour lesquelles le Luxembourg veut jouer sa carte, quitte à concurrencer son voisin français, dont la frontière est à moins de 100 mètres. Alors la compétition entre les universités promet d'être impitoyable. Avec moi sur ce plateau, Louis Vogel, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la conférence des présidents d'université, donc en fait vous êtes le patron des présidents d'universités françaises. Est-ce que d'après vous, là on le voit bien dans le sujet, on sent que la connaissance c'est une véritable stratégie de croissance économique. Est-ce qu'on a ce sentiment également en France ? On l'a un peu partout parce que vous savez que c'est vrai que l'économie de la connaissance, c'est vraiment le défi lancé à tous les pays émergents, développés.
c'est le seul moyen de sortir de la crise économique, c'est d'investir dans les laboratoires, c'est de progresser en termes de recherche fondamentale, d'innovation. Et c'est pas pour rien qu'il y a des programmes maintenant lancés en Europe et que chaque pays essaye, chacun de son côté, de tirer son épingle du jeu et d'investir dans l'économie de la connaissance, qui passe par les universités. Vous êtes surpris par ce modèle luxembourgeois qui est vraiment à la porte de la France, là, hein? Oui, je crois que, vous savez, avant, il n'y avait pas d'université au Luxembourg. Hein, les étudiants luxembourgeois venaient étudier en France, donc ils deviennent autonomes. Et je crois qu'ils ne sont pas les seuls à faire ça. Je pense que, vous savez, dans une dizaine d'années, on prévoit qu'il y aura une dizaine de grandes marques internationales d'universités qui auront des filiales un peu dans tous les pays du monde. Des multinationales de la connaissance. Voilà, il y aura, voilà, exactement. Ouais. Vous voyez, on peut imaginer qu'une université comme Harvard, par exemple, ait des succursales en Europe, en Asie. Donc c'est le monde des universités devient un monde complètement internationalisé. Voilà, avec des étudiants qui vont d'un pays à l'autre et des professeurs, des enseignants, des chercheurs qui aussi passent d'un pays à l'autre, attirés par des universités qui font leur marché. Alors là, on voit bien, d'après ce que vous dites, que l'ensemble de la communauté universitaire est conscient de ce qui se passe. Pour autant, quand on regarde les principaux palmarès et classements, et notamment celui de Shanghai, bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit aux 10 premières places des Américaines et des Anglaises. Oui. Et il faut attendre pratiquement la 37e place pour trouver une université parisienne. Alors eh bien alors, c'est que vous savez, ça tient un peu à l'exception française. Notre classement ne rend absolument pas compte de notre potentiel scientifique. D'accord. Vous voyez, par exemple, les Anglais ont 2 universités dans les 10 premiers à Shanghai. Nous, on arrive au 30e rang. C'est pas vraiment la place de la France par rapport à l'Angleterre. Donc on voit bien que ces classements sont biaisés à la base. Pourquoi? Pour un tas de raisons. D'après les critères choisis, voilà. Publication si possible anglophone, voilà. etc. Voilà, comment voulez-vous que les Français, pas du tout, surtout en sciences, à base de prix Nobel, de publications dans Nature, etc. Donc c'est assez logique. Et puis à ça, il faut ajouter que nous, on est un peu désorganisés par rapport aux Anglais, aux Américains, c'est-à-dire qu'eux, ils ont tout en bloc dans leurs universités, que nous, on a des choses dans nos universités, on en a d'autres dans nos grandes écoles, comme vous savez, on en a d'autres dans nos instituts, dans nos organismes de recherche, et tout ça, c'est pas compté ensemble. Donc c'est assez logique qu'on soit mal classé, mais ça ne rend pas vraiment compte de la réalité. Mais quand même, il y a un fond de vérité. Alors le fond est le suivant, c'est que ces classements, on peut les critiquer, mais ils existent, et ils ont un pouvoir d'attraction sur les... On finit par penser que Harvard est la première université du monde, on finit par penser qu'Oxford, c'est mieux que tous les autres, ou que Cambridge. Donc, à la fois... La prophétie autoréalisatrice. Exactement, exactement. Et ça vaut aussi bien pour les étudiants, parce que ça fait du bruit et de la communication autour de ça, que pour les enseignants et les chercheurs. Donc, il faut faire quelque chose, il faut lutter contre ça. Il faut Alors, comment réagir. On fait ? Alors, on est en train de faire. Hein. Bon, d'abord, il faut savoir que globalement, la France n'est pas si mal placée en termes d'accueil. Hein. On est le 4e pays du monde pour recevoir des étudiants étrangers. Donc, faut pas. Hein, l'autoflagellation est une spécialité française. On est, pour les échanges Erasmus, le 2e pays en Europe, après l'Espagne. On a 41% de nos docteurs qui sont des étudiants étrangers. Donc, dans les doctorants, 41%, c'est énorme. Ouais, ce qui est une spécialité américaine de faire du brain. Ben oui, donc nous en faisons aussi. Hein, donc, on a 12% de notre population étudiante qui est étrangère. Hein, c'est 290 000 étudients. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Parce qu'il y a un beau potentiel. Qu'est-ce qui va pas ? Il y a un beau potentiel et un facteur, et il y a une attraction naturelle de la France. Hein, parce que, évidemment, ce n'est pas le pire des pays. Une des choses qui ne va pas, et on est en train d'essayer d'y remédier, c'est justement cette dispersion des forces. Le format international, le format mondial, c'est l'université. Chez nous, ce n'est pas vraiment au cœur de notre système. Pour le nombre d'étudiants, c'est vraiment au cœur. 75% des étudiants étrangers sont dans les universités. Hein. Mais nous avons un système un peu disloqué, avec des laboratoires qui sont partagés entre organismes de recherche et universités, et avec des grandes écoles qui ont un système à part. Et pour répondre, si on veut vraiment apparaître dans la compétition internationale, il faut simplifier le système. Simplifier et réunir tout ça. Et coopérer.
dans l'accueil, aussi donner un peu d'argent pour pouvoir accueillir dignement des exactement. étudiants. Et donc déjà, il faut restructurer tout ça. Il faut rapprocher grandes écoles, organismes, universités classiques françaises pour avoir de vrais ensembles. Première chose. Deuxième chose, il faut véritablement, il y a un aspect pratique là-dedans, il faut s'occuper des étudiants étrangers. Voilà, il faut s'en occuper de leur inscription jusqu'à leur insertion professionnelle. C'est-à-dire qu'il faut avoir des structures d'accueil, de logement étudiant. La CPU a proposé un passeport de l'étudiant étranger pour faciliter l'habitation de l'étudiant sur place. Il faut lui faciliter les formalités administratives. Il faut lui faciliter l'inscription, il faut l'accompagner. Vous voyez, ça va très très loin. Il faut aller jusqu'à prévoir sa première expérience professionnelle. Et de ce point de vue-là, vous savez, le droit français a dû évoluer. Cette fameuse circulaire dont je tairai le nom a essayé de réduire ces possibilités. Mais nous, ce que demande la CPU, c'est pas seulement 6 mois de séjour après le diplôme, c'est 1 an pour avoir une véritable expérience professionnelle sur le territoire national. Et puis ce qu'on demande, c'est une véritable loi qui donne un véritable statut à l'étudiant étranger, mais aussi aux chercheurs étrangers et aux professeurs étrangers, pour régler toutes ces questions et pour avoir véritablement offrir à l'étranger le meilleur de ce que la France peut offrir. Et donc, on demande un texte législatif on va bien au-delà de la circulaire, qui donne un statut et qui règle tous ces problèmes très pratiques, très concrets que rencontrent les étudiants étrangers quand ils viennent sur le territoire français. Dernière question. Est-ce qu'il faut de l'argent pour tout ça, Bien sûr, malheureusement, c'est le nerf de la guerre. Bien sûr qu'il nous faut de l'argent. Alors, vous savez que, de ce point de vue-là, il y a un effort de rattrapage qui a été commencé, mais là, vu les circonstances économiques, on est à la stabilisation. C'est beaucoup mieux que dans d'autres pays. Dans d'autres pays, vous savez, en Italie, en Espagne, on diminue très largement. Mais la France était déjà, avant l'effet de rattrapage, en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. Donc il va falloir rattraper. Il faut continuer à investir dans l'université et c'est un défi national si on veut justement reconstruire l'économie du pays. Merci beaucoup Louis Vogel. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous car l'information continue sur France 24. Au revoir.